l'accélérateur Westway Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif, vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours? Comment ont-ils innové? Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée de Bruno Hugues Delarose, c'est maintenant. Bruno, bonjour. Bonjour Sébastien. En quelques mots, vous êtes né en 1960, vous êtes natif de Neuilly, avez étudié à l'université de Pittsburgh aux États-Unis, décroché une licence en droit à Paris 2 Panthéon avant d'intégrer l'EM Lyon. C'est chez Ford que vous avez commencé votre carrière, mais en 1996, votre fibre entrepreneuriale prend le dessus et on vous confie la direction de la société MTTM, la Fraternelle, une coopérative portuaire qui deviendra IDEA Group. Sous votre égide, le groupe va passer de 80 à plus de 1500 salariés pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes aussi actuellement le président du Club des 30. Et vous, Bruno, comment vous présenteriez-vous en 2 minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez ? D'abord, je serais un homme très envieux, j'aimerais tellement avoir 20 ans aujourd'hui. Je dis ça, c'est pas qu'une blague Sébastien, c'est qu'aujourd'hui on parle des jeunes d'une façon que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est des gens extraordinaires. Et j'ai vraiment beaucoup d'émotions en pensant aux jeunes en ce moment. À un jeune de 20 ans, je dirais avant tout, comme tout le monde, ta vie t'appartient. Et ce qui me semble important, c'est de savoir quelles sont ses racines et quelles sont les ailes qu'on a envie de déployer. Voilà. Une fois que j'aurais dit ça, je crois que j'aurais dit l'essentiel. Après, j'aurais qu'à écouter ce qu'il a envie de me dire sur ses racines et s'il a envie de travailler sur ses ailes. La notion de temps dans une vie est importante et je trouve que c'est bien de se donner des perspectives à long terme, à moyen terme, un cap. Hein. Pour les Bretons, on va se dire qu'on sait ce que c'est qu'un cap. Hein. Bon, et voilà, on se donne un cap et ça permet un peu de faire un bon cap justement. Gilles Fallin, donc patron de la STIL et élu entrepreneur de l'année en 2015, insistait dans un précédent podcast sur la vision du dirigeant pour sa société. Et vous, Bruno, donc, quelle est votre vision d'entrepreneur ? La première vision que j'ai aujourd'hui, c'est que les fondamentaux d'une entreprise sont en train de vraiment changer. Une entreprise devient avant tout on va dire, un ensemble collaboratif, soit avec des collaborateurs en interne, soit avec une capacité à agir avec des partenaires, quels qu'ils soient. Et la démarche RSE, d'ailleurs, nous oblige un peu à travailler cette démarche-là d'une façon intéressante, pour traiter des imprévus en permanence et apporter des bonnes solutions à ses clients. Alors quand on dit ça, ça fait un peu un télo, mais c'est quand même, ça veut dire que c'est très différent de ce qui se passait avant. Avant, on avait intérêt d'avoir une approche plutôt de massification des savoirs pour essayer d'avoir des maîtrises des coûts, etc. Aujourd'hui, non. On l'a bien vu avec le Covid. C'est des entreprises agiles qui ont réussi à s'adapter, des gens qui avaient du polysourcing, des gens qui ont été capables de redéfinir leurs outils de production, etc. Donc c'est très différent de ce qui se passait avant. Et donc ça veut dire quoi ? Quand on pilote une boîte comme ça veut dire qu'il faut qu'on ait des antennes partout, beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. On est en train de le voir avec le vaccin du Covid, quoi. Entre la dynamique, je ne suis pas un scientifique, mais entre la dynamique historique d'Institut Pasteur, quand même, l'ancêtre du vaccin mondial, quoi. Et puis ce qui s'est passé sur les ARM messagers, on voit bien que c'est un peu dur, quoi. Il y a des morts parce qu'on n'a pas voulu se remettre en cause suffisamment vite, peut-être en France. Alors, il ne faut pas généraliser, c'est très difficile, mais c'est un peu la même chose dans nos boîtes. On est en train de vivre des moments où on peut être un petit peu immobilisé par des baronnies. Et il y a à côté de ça des jeunes qui arrivent qui sont fantastiques. Bon, ce qui est embêtant, c'est que il faut qu'ils envient de nous, les vieux, parce que c'est un peu casse-pied, quoi, quand vous êtes par terre. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on leur donne envie d'être avec eux, quoi. Ouais, pour vous, quelles ont été justement ces 3, 4, 5 périodes dans votre vie d'entrepreneur qui ont été pour vous, c'était top? Alors moi, j'ai clairement eu 18 ans parce que je me voyais bien héritier de mon père qui avait un groupe textile. J'étais un petit con, voilà, et la boîte a été victime d'une OPA hostile. Et la famille s'est divisée et ça a été très douloureux, hein, très douloureux. Moi, j'ai vécu très mal. Mon papa était malade. Il a failli laisser sa vie, d'ailleurs, un cancer et une dépression. Et du coup, j'avais plus besoin de me faire un prénom. Il fallait simplement que je me fasse un projet. Quand on passe d'une situation, au lieu de se faire un prénom, on se fait un projet, ça vous marque au fer rouge. Et c'est en fait le prix de la liberté. Et j'ai eu de cœur, sur tous mes enfants,
d'essayer de faire ça. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, écoutez, j'ai 4 enfants vivants, puisque malheureusement, nous avons une fille décédée. Mes 4 enfants vivants et mon gendre et ma belle-fille, j'ai 6 entrepreneurs. Et c'est pas ils sont 6 entrepreneurs. Et ils me disent, papa, enfin 2 d'entre eux m'ont dit, tu sais, papa, une chance que tu nous aies pas dit, la boîte familiale, c'est obligatoire. En revanche, ils ont tous fait des stages, ils m'aident à la comprendre, et ils ont très bien compris que pour moi, c'est important. Et du coup, ça m'a permis de préparer la succession d'entreprise. Donc je reviens à cette date, c'est 18 ans, parce qu'à 18 ans, j'ai compris une chose, c'est que je pouvais écrire que l'histoire de ma génération et pas la leur. D'accord. Première chose. Après, la deuxième date qui a été importante, c'est quand j'ai quitté, j'ai vécu aux États-Unis et on l'évoquait, j'ai quitté le microcosme familial et français, et j'ai été très marqué. J'étais très marqué par un an après, ne vous inquiétez pas, c'est pas tous les ans, hein, mais un an après, où j'ai failli être lynché parce qu'à l'époque, Giscard avait interdit aux avions de l'US Air Force de passer au-dessus de la France pour aller délivrer l'ambassade de Téhéran. Hein. Ça ne vous dit rien aux gens, mais à l'époque, il y avait une ambassade à Téhéran qui avait été prise en otage. C'était le renversement du Shah et c'est le début de l'islamisme. Hein. Et le lendemain, j'étais considéré comme un traître, alors que j'étais avant le petit Frenchie adulé. Et j'ai été lapidé. Enfin, heureusement, j'ai couru un peu vite. Et je me suis dit, putain, le racisme, est-ce que ça va vite ? C'est incroyable, quoi, ce qu'on peut être. Et donc, moi, j'ai du coup eu la révélation de la nécessité de bien réfléchir à ce que seraient mes pierres d'angle. Voilà. Donc, c'est une année très importante. Après, je bondis à 36 ans, parce qu'à 36 ans, j'ai repris la boîte après avoir dirigé le cabinet de la Chambre de commerce de Nantes et fait la fusion, travaillé sur les fusions Nantes-Saint-Nazaire. Et nous avons eu 2 jumeaux qui étaient notre 4e et 5e enfant dans les années 93. Et donc, c'est un moment où j'ai une vie de fou. En même temps, j'avais travaillé sur le CJD. J'ai appris un nouveau métier, travaillé sur le portuaire. Moi, je connaissais bien les bateaux à voile, mais pas les portuaires. Alors, je suis un trinitain, Trinité-sur-Mer, hein, pas sur Zur, mais sur mer. Mais c'était extrêmement important pour moi de me refaire un go sur l'entreprise dont tu as rappelé tout à l'heure que voilà, maintenant j'ai 60 ans. Elle s'est développée et elle s'est consolidée avec une vision très claire sur la nécessité de consolider des sites industriels majeurs. Voilà. Hein, chantier de l'Atlantique, aéronautique, moteur marin, EMR, enfin peu importe, pas mal de choses. Ok. Et j'imagine que l'innovation, ça a été forcément clé depuis vos 36 ans. Oui, alors l'innovation, c'est assez intéressant parce que moi, l'innovation, je l'ai tout de suite associé à un autre mot, c'est l'écoute des signaux faibles. L'innovation pour innovation, c'est sympathique, mais d'abord, par nature, quand on a une formation et une histoire qui nous a formaté, nos racines, et qu'on les a bien identifiées, elles vont nous donner une réceptivité à un certain nombre de choses. Donc c'est important de ne pas être avec des clones, parce que quand on est avec des clones, on s'auto-rassure. Bon, je me souviens, mon père était entouré d'HEC, d'Harvard, etc. Lui-même était HEC. Et c'est une chose que je n'ai jamais fait. Je vous dis, d'abord, je ne les comprenais peut-être pas tous. Mais non, mais blague à part, c'est des gens absolument qui étaient brillants. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas de clones. C'est un peu comme l'ENA aujourd'hui. Bon, c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire que c'est des gens remarquablement intelligents. Personne ne peut dire le contraire. Mais on n'écoute pas les signaux faibles. Donc la première chose dans l'innovation, c'est pas de clones. Deuxième sujet qui est important, c'est des temps libres dans l'agenda pour rencontrer des cercles différents. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette chance que j'ai eue de pouvoir très vite avoir des collaborateurs bien meilleurs que moi pour me donner du temps libre pour travailler sur la vision, pour travailler sur des rencontres qui, petit à petit, m'ont aidé. Mon savoir-faire, à la fois mon coup droit en tant que Bruno, c'est d'aimer les gens et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Voilà. C'est pas d'être le leader dirigeant, ça, ma vie, mon œuvre, ça me dit pas trop. Mais par contre, ce qui me dit bien, c'est les écosystèmes qui marchent. Tu vois, ce que tu as su faire, Sébastien, ce qu'ont su faire d'autres gens. Et aujourd'hui, le groupe s'est constitué avec une vingtaine d'entreprises différentes.
avec des jeunes qui se sentent bien dans la boîte et qui sont même en train de travailler sur le plan stratégique. Une chose assez drôle, c'est qu'on est en train de travailler sur le plan stratégique. On fait un plan stratégique tous les 5 ans. Et il y a 10 ans, j'avais emmené mon codir à San Francisco. Et là, aujourd'hui, on fait des webinars parce que on fait comme tout le monde, on fait avec le Covid, on fait des webinars. Ils ont dû avoir une trentaine de webinars, tous mes managers, enfin, il y en a environ 180, des chefs de CID. Et ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils peuvent changer, quels sont les signaux faibles qu'ils peuvent intégrer, sur les techno, les nouvelles façons de faire chez leurs clients. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi par ailleurs sur le Covid? En quoi ton client a une souffrance? C'est quoi le sujet? Et c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet d'interagir avec des gens sur de l'essentiel, non pas de l'accessoire. Si vous allez voir un acheteur et que vous lui dites qu'est-ce que tu attends, en gros, même le plus malin d'entre eux, il dit plus vite, moins cher. Un peu plus de choses, mais en gros, c'est plus vite, moins cher. Si vous allez voir un directeur général en disant c'est quoi le problème sur lequel on pourrait t'aider à avancer, il va déjà ouvrir un peu le débat. Mais s'il n'est pas en confiance avec vous, il va vous parler de choses qui peuvent être dans la presse. C'est jamais l'essentiel. Oui. Moi, j'ai toujours été frappé en discutant avec mes clients qui étaient des patrons industriels de voir à quel point très souvent ils ont des capex pour financer leurs produits. Souvent, quand ils sont dans un groupe industriel qui a plusieurs usines qui font la même chose, elles sont un peu en compétition dans le monde. Vous imaginez bien les pays low cost. Et ils n'ont jamais de quoi assurer l'avenir de leur usine à long terme. Et nous, en tant que patrons bretons, avoir des boîtes qui petit à petit se vident de leur capacité à être des centres de décision, parce que le centre de décision, c'est pas que le siège social, c'est l'endroit où se passe la recherche, etc. Enfin, comme le chantier Atlantique, comme Brittany Ferry, etc. Je prends des boîtes qui aujourd'hui sont aujourd'hui exposées dans des situations, mais qui ont une capacité décisionnelle qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Eh bien, à ce moment-là, on parle des signaux faibles. On me dit, moi, j'arrive plus à faire ça. Et moi, mon boulot consiste à dire, OK, on va créer un écosystème autour où, sur cette partie de l'endroit où tu te sens faible, on va essayer de te consolider un peu. On va mutualiser ta logistique. OK. On va essayer de te faire des investissements en perruque pour que ça ne se voit pas trop sur tes CAPEX, mais que ça soit financé par tes OPEX. Mais on va faire de la productivité. Et l'objectif est clair. J'ai un intérêt, lui aussi. On pérennise les sites. Et par ailleurs, comme j'ai un certain engagement dans le territoire, ça me va bien. Un peu comme tu le fais. Et, ouais, c'est intéressant. Et parmi les différentes innovations, il y en a une qui revient Non, j'ai pas... je peux pas dire que... je vais pas dire que j'ai vu une innovation qui a changé le monde. Je connais pas, j'ai pas cette intelligence-là d'avoir été un chercheur star. Je vois des tonnes de trucs. Là, c'est vraiment, je suis en train de... Arnaud Poitou, je sais pas si tu connais, mais qui est directeur central de Nantes, qui est un copain, il est en train de faire un truc invraisemblable pour créer des énergies avec Fairwind. Invraisemblable son truc. Bon, c'est génial. Je suis au comité stratégique de Zéphyr et Boré j'adore ce qu'ils font parce que ça a du sens en plus environnemental. On est en train de mettre sur un site qui m'appartient, qui nous appartient au niveau de la boîte, qui était une ancienne usine de type AZF, on est en train de faire un écoparc. Bon. Avec un complexe méthanisation-méthanation qui se ressemble à une des premières européennes, voire un peu plus que ça. Je ne sais pas, je trouve que toutes ces innovations sont passionnantes. Néo Silva sur la gestion du bois, on en parlait tout à l'heure. C'est des boîtes qui vont petit à petit faire du mieux vivre ensemble. Moi, c'est ces innovations-là qui m'intéressent. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Non, il y en a plein. Et imaginons, tout à l'heure, vous disiez, j'ai plus 20 ans, mais si vous aviez 20 ans aujourd'hui, face à toute cette concurrence des GAFA, des Batix en Chine, sur quel sujet vous iriez aujourd'hui en tant que nouvel entrepreneur, imaginons? Le sujet principal, mais j'en ai pas les moyens, c'est c'est d'arriver à maîtriser le stockage de l'énergie bas carbone et la production associée. Ouais. Ça, parce que là, on changerait un peu quand même l'avenir de la planète. C'est vraiment mon sujet numéro 1. Mais donc moi, je suis admiratif de l'impact. Ouais. Je suis très... le type que j'admire le plus en ce moment, c'est Musk. Elon Musk, ce gars-là, il est quand même invraisemblable. C'est un extraterrestre. Amazon est très organisé, mais je sais pas, Jeff Bezos, mais Musk, c'est incroyable ce gars.
Alors, Ouais, je ne sais pas si c'est un homme merveilleux avec son entourage proche, mais c'est un gars, des comme ça, il n'y en a pas 36. Quoi. C'est un peu Léonard de Vinci du 21e siècle. Il sait attirer des talents, les meilleurs talents autour de lui. Quelqu'un de brillant. Ouais. Bah, plus que brillant. Bah, oui. Enfin, c'est difficile d'avoir fait à la fois PayPal. Oui, c'est vrai. Enfin, PayPal. SpaceX, C'est vrai que c'était Tesla. Et puis les autres projets. Machin, et puis il y en a toujours. Ouais. C'est ça. Et les stratégies de diversification, j'ai l'impression qu'elles ont été clés aussi dans votre société. Oui, parce que, elles ont été clés. À chaque fois, on a accompagné, c'est comme toujours, on a écouté ce qui se passait sur le marché et on a accompagné le mouvement en y mettant des investissements. Puis à un moment, ça marche ou ça marche pas, et on s'est fermé des choses. Moi, ma plus grande erreur, parce qu'on parle toujours des succès, là, ma plus grande erreur, ça a été avec un très bon ami, Yann Roland, qui dirige le groupe SETI. On a vraiment cru qu'on pouvait être le premier producteur de panneaux photovoltaïques en France. No way, avec ces Chinois. En plus, à l'époque, le gouvernement avait fait des prix du photovoltaïque qui ont fait qu'il y a eu une espèce d'afflux de capitaux qui a complètement déstabilisé le marché. On n'a pas structuré le marché. Enfin, on a fait une erreur. Bon. Mais aujourd'hui, il y a du coup, comment on assure la survie d'une filière photovoltaïque en France ? C'est quand même démentiel qu'on n'est pas capable, ou en Europe, peu importe, mais on n'est pas capable de le faire. C'est pas possible, ça. Il faut qu'on le fasse. À un petit niveau, il y a BIM Énergie et du côté de Nantes qui travaille un peu sur le sujet, mais voilà, c'est un début de quelque chose. Qu'on aime bien, qui est dans Imagination Machine, comme tu le sais, qu'on aime bien. Mais si tu veux, c'est pas la même chose que des fabriques de 1 giga qui vont changer l'électricité. Pourquoi aller chercher de la puce à Taïwan ou en Chine, quoi. On leur donne les clés du camion. Enfin, on est infernaux. Après le thème innovation, abordons le thème transmission. Vous avez commencé à en parler un tout petit peu. Qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée d'IDEA perdure ? Alors, ça, c'est une sacrée question, parce que c'est le doute qui me réveille les nuits, ça. C'est pas que ça perdure. C'est que ça sache se réinventer. On a bouché notre raison d'être. On a travaillé sur notre raison d'être là, tous ensemble, le fameux Codem, là, j'ai les 190. C'était assez sympa. On a travaillé avec un accélérateur de start-up d'ailleurs, en disant, mais une petite boîte qui s'appelle Fly the Nest. Oui, bien sûr, Fly the Nest qu'on connaît très bien, qui est une très bonne société. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, exactement. Donc on a travaillé avec eux et on s'est dit, mais finalement, c'est quoi notre raison d'être ? Et on s'est dit, non, notre raison d'être, c'est osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, si je vous dis ça, toutes les boîtes peuvent mettre ça. Oui, toutes les boîtes peuvent mettre ça. Alors, on va le décrypter un peu, ce que ça veut dire. Ça veut dire, d'abord, il y a ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le mot logistique industrielle qui est notre savoir-faire métier aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas de faire autre chose. La réponse est oui. Osons construire ensemble, ça veut dire aussi prendre des risques. Et ça veut dire que on a demandé, on a fait des hackathons, là. On a demandé à Vincent Roux qui nous avait aidés. Le fameux Vincent Roux. Le fameux Vincent Roux, exactement. On a demandé à Vincent de présider le jury et on va faire 3 séries de hackathons et à chaque fois, il y a 8 projets qui ont été définis par des gens du groupe. On a dit c'est open bar. Ce que vous voulez, compte tenu des valeurs du groupe, compte tenu de la raison du groupe, qu'est-ce que vous feriez demain ? Et c'est extraordinaire parce qu'il y a ceux qui vont répondre sur logique métier, disant il faut qu'on améliore tel ou tel aspect logistique industriel. Vous comprenez, c'est des secrets stratégiques presque. Non, je blague, mais il faut... Ok, teste-les. À San Francisco, teste-les. Je fais toujours des learning expeditions à San Francisco, j'adore ça. Et souvent, on en fait d'ailleurs avec le Club des 30 en invitant en même temps nos juniors. J'ai fait ça avec mes 4 enfants, les 4 ont créé une boîte après, c'est extraordinaire. Enfin, 3 enfants. Ils ont tous créé une boîte après, parce qu'il y a un moment, ça les met dans une dynamique de se dire, ce qui compte, c'est pas tellement... une capacité à avoir l'invention géniale, l'innovation, ça a créé une dynamique qui fait qu'on va savoir pivoter jusqu'à ce qu'on trouve le bon truc. Il y a une énergie folle et puis après, lors de ces Learning Expeditions, je le confirme. C'est ça, tu vois bien, toi, tu connais bien ça, ce domaine-là. Eh bien, moi, dans la boîte, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est de faire, je ne sais pas si ça perdurera comme ça, mais en ce moment, on a des gars qui travaillent sur l'hydrogène, on a des gars qui travaillent sur le mieux vivre ensemble, on a des gens qui parlent sur l'habitat partagé pour aider des gens qui sont des exclus, il y a des gens, et tout ça, ils se parlent entre eux. Et de fil en aiguille, il se passe des choses. Alors, il y a des courants faibles là, qui passent. Je suis incapable de dire ce qui va sortir.
Je sais qu'on fera un plan stratégique, on l'a dit, qu'on le finirait cet été et qu'on le présentera ensuite à nos partenaires. Mais moi, je suis très heureux parce que quand il dit c'est notre boîte, le nôtre veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui à 60 ans, c'est de me dire, moi, si j'ai jamais vu un coffre-fort, c'est à suivre un corbillard, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois tous ces gens qui se disent, écoute, c'est sympa qu'on ait eu envie de travailler avec toi sur un futur. C'est pas de m'avoir permis, c'est pas le chef qui permet, c'est dépassé ça aussi. Ah, on a envie de rester avec toi, ils ont plus envie d'aller entre des startups, des jeunes aujourd'hui. Comment on fait pour donner envie de rester à des gens comment on fait pour donner envie à des gens de rester avec soi? Il y a la confiance, il y a l'espérance et la bienveillance. C'est 3 mots qui m'animent beaucoup aujourd'hui. Ok, vous avez évoqué du coup le Club des 30, hein. Vous êtes le président depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, mais par le passé aussi, vous avez été président du CJD, du Centre des jeunes dirigeants de Nantes, à la CCI, donc Saint-Nazaire, à l'Union maritime de Nantes-Port. Pouvez-vous revenir sur ces engagements et puis les combats aujourd'hui du Club des 30 écoute, je reviens un peu sur ce que je disais, c'est-à-dire que moi, mon savoir-faire, je n'ai pas d'expertise particulière. J'aime bien les gens, j'arrive à les faire travailler ensemble. Donc, quand on dit président, en fait, c'est plutôt le serviteur animateur. C'est pas autre chose, hein, parce que je peux dire que vu les personnalités qu'on a au Club des 30, au CJD, dans les chambres, je passais mon temps à avoir des gens brillants qui avaient fait des trucs extraordinaires. Et qui, quand même, en général, les patrons ont quand même, en général, une personnalité, une capacité de persuasion. Hein. C'est rarement des mous. C'est rarement. Ou alors ils meurent. Mais bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, ils mettent toute leur énergie à travailler ensemble sur des sujets. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et aujourd'hui, mais c'est vrai aussi, je l'ai dit, avec mes enfants, etc. Mais c'est vrai aussi avec les jeunes que je rencontre. Et j'aime beaucoup. Je suis très admiratif, par exemple, de ce qu'a fait Claude Guillemot après Marie-Vonne et puis Jacques Verlingue sur Passeport Mauric, parce que ça contribue à lancer des jeunes. J'aime beaucoup ça. Je suis administrateur d'Audencia aussi. Je fais partie des grands soutiens sur l'incubateur Audencia Central, parce que je trouvais que c'était important. J'ai un des fondateurs aussi de l'IRT Jules Verne, parce que c'était important. C'est des sujets. Et c'est pas pour dire je suis. C'est à chaque fois que les gens sont venus me voir, ils me disent écoute, tu vas nous aider, on a un merdier à gérer, tu vas nous aider à ce qu'on puisse se parler ensemble. Voilà. En fait, en gros, c'est ça mon boulot. Donc, je milite sur l'Interco-Sud. Au passage, je passe un petit message à mes amis bretons. Il faut que son contournement sud du TGV se fasse. Et on a besoin d'être tous ensemble. Hein, parce que sinon, déjà, on s'est fait avoir sur notre aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, si en plus, après, on n'a plus les connexions, ça sera mal barré. Hein. Donc, ça, c'est ce qui nous permettra d'avoir une connexion à Orly et à Roissy. Et Orly, c'est l'avenir, vu ce qui vient de se passer sur Roissy. Voilà, j'ai fini ma minute de pub. Mais c'est vrai sur un tas de choses. C'est vrai sur Brittany-Ferries aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut aider notre ami Jean-Marc Rouet et son équipe, mais c'est important. Ou le chantier Atlantique, c'est pour ça qu'en tant que président de Cofi PME, qui ressemble l'ensemble des contrats dans le chantier, je m'investis pour qu'on soit, en tant qu'actionnaire, plus investi dans son développement. C'est toujours la même chose. C'est ensemble, on fait en sorte que le territoire garde ses pouvoirs de décision, on les consolide, et il y a un truc qu'on ne délocalise jamais. C'est un esprit collaboratif et collectif. Jamais. Quand le chantier Atlantique a été racheté par les Coréens, je me souviens très très bien ce qui s'est passé. Un jour, comme tout le monde, j'étais président de la chambre. On me dit, oh là, qu'est-ce que c'est dramatique, la chambre de Saint-Nazaire. Vous imaginez le chantier Atlantique Saint-Nazaire, ça pèse, hein, quand même. Et le patron de l'époque, c'était plus Patrick Boissier à l'époque, c'était Jacques Ardedegey, m'a dit, tu sais, quand j'expliquais aux Coréens que 75% d'un paquebot était sous-traité en local, voilà, j'ai bien compris que pour eux, c'était un truc incompréhensible. Et il me disait, et bien sûr, non délocalisable. Et la meilleure protection de l'ensemble de nos savoir-faire, c'est quand on a des savoir-faire industriels et des capacités d'innovation sur place qu'on consolide. Et ça, il faut donner envie aux jeunes d'y rester, parce que sinon, ils s'en vont. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut un job pour lui, un job pour elle. Ou un job pour elle et un job pour lui. D'où les écosystèmes. C'est pour ça que c'est bien ton job. Parce que tu consolides, tu fais des jobs pour les uns et les autres. Donc c'est bien.
Quel regard, du coup, portez-vous sur ces nouveaux entrepreneurs bretons et quels conseils donneriez-vous à ces nouveaux entrepreneurs que vous côtoyez régulièrement, de ce que je comprends? Ouais. Plonger. Plonger dans le grand bain. Prenez le risque d'être heureux plutôt que de subir toute sa vie des sujets. Ouais, moi, je crois que c'est vraiment ça, quoi. Plonger. Et puis, il y a un truc qui a beaucoup changé dans le monde, c'est qu'avant, il y avait le patron de droit divin, avec son équipe, etc. Mais enfin, en tout cas, le pionnier, généralement, c'est un patron de droit divin. Aujourd'hui, c'est tous des cofondateurs. Enfin, pas tous, mais beaucoup. C'est génial. Et d'ailleurs, ils se présentent tous comme cofondateurs. Nous, on disait actionnaire minoritaire, actionnaire majoritaire. Tu te souviens de ça? C'est fou. Hein. C'est pas que des mots. Hein. On a changé les paradigmes. Hein. Et qu'est-ce que disent les fonds, que tu connais bien aussi? Dit, quand j'ai des cofondateurs, s'ils sont bien soudés entre eux, parce qu'évidemment, s'ils se tapent dessus, c'est plus compliqué, mais s'ils sont bien entre eux, comme dans les familles qui sont constituées, je pense à nos amis Glon, par exemple, aux amis Guillemot, quand on constitue des gens qui sont soudés entre eux, s'il y en a un qui est malade, les autres sont là pour l'attraper. Quand je dis malade, c'est tout compris, hein. C'est pas qu'une maladie physique, bien sûr. Et puis surtout, ils ne sont pas des clones, donc ils vont plus vite que les autres. Ouais. C'est nouveau, ça. Hein. Ouais, donc, vrai, soyez pas seuls, les jeunes. Ouais. Soyez dans vos écosystèmes. Ouais. Et c'est vrai que les fonds investissent assez rarement sur des individus seuls. C'est vrai que trop dangereux. C'est les équipes qui priment. L'interview touche à sa fin. Quelles questions aimeriez-vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais? Quelles questions j'aimerais qu'on me pose et qu'on me pose jamais? Comment on fait pour avancer sur un chemin d'humilité après sa vie professionnelle, après une vie familiale bien remplie, après, j'ai eu la chance d'avoir été très heureux et très gâté. Donc, comment aider des gens, comment mettre au service de gens de façon discrète, le plus possible. C'est ce qui me plaît le plus. Voilà, avec j'ai le droit de le lire, hein, avec une dynamique, avec une donnée spirituelle pour moi, voilà. Mais oui, vraiment aujourd'hui, j'aimerais bien. Je verrai pas grandir tous les arbres, mais j'aimerais bien en planter quelques-uns. J'ai un petit chouchou là en ce moment, c'est Néo Silva, Jean Guénolé Cornet. Je sais pas s'il entendra Jean Guénolé, mais je trouve que ça a du sens pour tout, quoi, pour les familles, pour l'industrie bois, pour le CO2, c'est une belle aventure. Dernière question, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est d'être entrepreneur ou d'être mari et père de 5 enfants qui est le plus épique? Je sais pas. Oui, mais tout le monde vit des vies épiques. Moi, je suis pas. Bon, peut-être. Avant tout, moi, je dirais que j'ai une vie heureuse. Voilà. Donc, j'ai une vie heureuse. J'ai une vie heureuse. Et quand on est heureux, on doit aider les autres. Voilà. Merci Bruno. C'était l'épopée de Bruno par Sébastien Le Corfeg. Je suis le cofondateur de la West Web Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci. Merci Sébastien.